Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Les adhérents, les 200 000 sympathisants de l'Institut pour la justice sont très heureux d'avoir vos réponses à leurs préoccupations sur la justice. Donc je vais tout de suite commencer par la première question. Vous, quel est votre constat en matière d'insécurité des Français ? Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une montée des violences. Et une montée des violences partout dans la société, y compris, ça va des incivilités jusqu'aux violences aux personnes et aux atteintes aux biens. Donc on a aujourd'hui une société de plus en plus violente, avec des délinquants qui sont de plus en plus jeunes, dont certains n'ont plus aucun repère. Pourquoi on a cette montée de la violence? Tout simplement parce qu'il y a un sentiment d'impunité qui s'est répandu dans la société, sentiment d'impunité qui a été nourri par la thrombose judiciaire, une justice qui est complètement noyée, qui n'arrive pas à faire face, et un président de la République, héritier de François Hollande, qui ne sait pas qu'une bonne politique en matière de sécurité est une politique qui marche sur deux jambes, la police et la justice, et qui nécessite nécessairement une approche de sanction. Et la sanction, elle doit être sûre, certaine, et elle doit être proportionnée et rapide. Donc, il vaut mieux la certitude de la sanction qu'une sanction extrêmement... Exactement, Beccaria, vous l'avez cité. Et il faut mieux une sanction sûre et appliquée et exécutée qu'une sanction extrêmement élevée qui ne le sera jamais. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est l'ampleur des classements sans suite. Aujourd'hui, et c'est aussi un symbole d'une justice qui n'a plus les moyens, l'ampleur des classements sans suite, l'ampleur des peines non exécutées et l'ampleur des aménagements de peine. Donc sur tous ces sujets-là, on voit bien que ça donne un sentiment de perte de repères. La justice a vraiment aujourd'hui besoin d'un plan complet, que j'appelle le plan Orsec, pour se remettre sur pied. Et la police elle-même n'est pas épargnée par tout ça, parce que finalement la procédure pénale est devenue tellement lourde pour elle que ça impacte le travail de nos policiers. Et donc on a aujourd'hui du temps d'enquête qui est pris par la multitude des complexités de la procédure pénale. Et donc on voit bien aussi, même nos policiers, qui sont pourtant eux nombreux, n'ont plus le temps de mener à bien leur mission. Et j'ajoute qu'on a privilégié dans la gestion de la police les recrutements plutôt que l'équipement. Or, on le sait, pour élucider des crimes et pour élucider des délits, il faut de la police scientifique, il faut des vrais équipements. Donc c'est pour ça que dans ma future loi de programmation pour la justice et la sécurité, il y aura deux volets. Un volet équipement de la police, investissement, et un volet alors beaucoup plus global sur la justice, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Alors vous nous avez parlé d'un plan Orsec. Pour vous, en quoi est-ce qu'il consisterait? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails à ce sujet-là? Oui, c'est un plan aujourd'hui de 9 milliards d'euros avec 16 000 recrutements. Recrutement de juges, 3 000 juges, de procureurs, 2 000 procureurs, mais aussi de greffiers, mais aussi d'agents de probation, mais aussi d'administration, dans l'administration pénitentiaire. Mon objectif, c'est aussi de remettre à niveau l'immobilier de la justice. Et je lui consacrerai 2 milliards d'euros de façon à ce que tout cet immobilier soit rénové. Et puis il y a les 20 000 places de prison. L'objectif de ce plan Orsec, c'est vraiment de redonner les moyens à nos juges de juger correctement. Une autre question qui me taraude et qui taraude tous les sympathisants de l'Institut pour la justice, on parle de l'idéologie souvent des magistrats. Alors est-ce que pour vous c'est justifié? Est-ce que ça touche tous les magistrats? Est-ce que ça en touche une partie? Et si pour vous elle existait, cette idéologie laxiste, on va dire, est-ce que vous avez des mesures qui permettraient d'y répondre ou de combattre cette gangrène? Écoutez, moi, je ne peux pas imaginer les magistrats comme une personne unique. Moi, les magistrats que je connais jugent bien et veulent aujourd'hui que leur peine soit exécutée. Je pense aux magistrats du tribunal de Bobigny qui avaient fait une conférence de presse pour dire qu'ils avaient l'impression de rendre une justice fictive et que, parce que leur peine n'était pas exécutée. Alors,
il faut que la sanction qui est fixée par le législateur, hein, la loi pénale, elle puisse donner lieu, et moi je suis attaché à cela, à des instructions de politique pénale. Il faut que la politique pénale soit la même sur tout le territoire. Ça, pour moi, c'est important. Moi, je ne suis pas pour des procureurs indépendants et des parquets indépendants. Je suis pour que le garde des Sceaux garde une autorité sur les parquets pour que la stratégie pénale, la politique pénale soit la même sur tout le territoire et qu'il n'y ait pas de différence dans le traitement des affaires. Parce que c'est vrai qu'on peut s'imaginer que dans des départements beaucoup plus criminogènes, on finisse par faire des sanctions moins fortes, parce que, mais juste parce qu'on n'a plus les moyens de juger. Et là-dessus, évidemment, ce serait un déni de justice. Donc il faut aujourd'hui non pas stigmatiser les magistrats, mais renforcer les corps de magistrats. Moi, dans mon projet, vous le savez, il y a la création de 3000 postes de magistrats, de 2000 postes de procureurs. Alors, il faudra en faire venir, y compris par des tours extérieures, parce qu'on n'arrivera pas si on veut faire très vite, on n'arrivera pas à les former tous avec une formation classique type École nationale de la magistrature. Donc il faudra les faire venir. Ça nécessite de mettre en place des formations ad hoc, en compagnonnage. C'est compliqué. Je sais que la magistrature trouve que c'est vraiment beaucoup de travail en plus. C'est-à-dire qu'en fait, les recrutements de personnel en plus sont une charge en plus pour les magistrats dans les tribunaux. C'est vrai, mais c'est un mal nécessaire pour aller bien après. Donc le sujet, c'est vraiment comment organiser ce compagnonnage, comment faire en sorte que ces nouveaux magistrats soient très rapidement opérationnels. Et puis il faut quand même que la formation soit de qualité. C'est absolument essentiel. Donc il ne faut pas la sacrifier au profit d'un recrutement trop rapide. Je sais que le garde des Sceaux est beaucoup critiqué justement pour avoir effectivement fait des recrutements, mais pas avoir mis la qualité de formation en même temps sur la table. Donc il faut réussir le compagnonnage, la qualité de formation, mais le recrutement rapide de forces supplémentaires pour nos tribunaux. Et j'ajoute que ça pose le problème aussi de l'immobilier de ces tribunaux, parce que si on recrute davantage, il faut pousser les murs, hein, puisque les bureaux ne sont pas là. Si vous voulez, en fait, c'est pour ça que je parle de plan Orsec pour la justice. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir 9 milliards d'euros et qu'il faut tout repenser. Parce que quand on dit qu'on va juger mieux, plus vite, et qu'on exécutera mieux, plus vite, ça veut dire que il faut tout repenser et pas seulement recruter quelques dizaines de magistrats supplémentaires dans un tribunal. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas un petit changement qu'il faut dans la justice. C'est vraiment reconstruire. Nous sommes bien d'accord. Il y a un autre sujet que vous avez rapidement évoqué, sur lequel l'Institut pour la justice a lancé une pétition il y a quelques mois, qui était le sujet des remises de peine, donc les aménagements de peine. Donc ça, ce sujet-là, comment est-ce que vous comptez le régler? Est-ce que vous comptez conserver le système actuel, revenir dessus? C'est très clair, avec moi, il n'y aura plus de remise de peine automatique. Le système ne peut pas être automatisé et donner le sentiment que finalement, là encore, c'est toujours un signal d'impunité. On a une peine j'allais dire, nominative, et en réalité, cette peine nominative, elle se traduit en une peine qui est réduite à la fin des 2/3. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas un bon signal. La peine n'aura pas d'aménagement automatique. Parce que le vrai problème aujourd'hui, on le voit bien, c'est qu'on est dans un pays qui est en profonde crise d'autorité. On est en profonde crise d'autorité. Quand on est en profonde crise d'autorité, il faut réagir en confortant les figures d'autorité. Moi, ce qui m'a énormément choqué, c'est quand le président de la République a dit qu'il y avait des violences policières, vous voyez, parce que l'institution de la police n'est pas violente en France, c'est pas vrai. C'est un corps qui est parmi les plus contrôlés du monde, et par ailleurs, il exerce la violence légitime au nom de l'État. Donc on ne peut pas tenir de tels propos. Et comme toutes les figures d'autorité sont agressées, que ce soit les forces de l'ordre, mais aussi les élus, que ce soit les pompiers, que ce soit maintenant même les médecins dans certains quartiers, donc on voit bien qu'aujourd'hui les professeurs,
Donc on voit bien aujourd'hui que si on veut rétablir cette autorité en crise, il va falloir mettre en place des sanctions qui seront des sanctions extrêmement puissantes. Alors c'est quoi des sanctions extrêmement puissantes? C'est par exemple rétablir les peines planchers pour les multirécidivistes violents. C'est par exemple mettre en place des peines minimum comme un an de prison ferme pour des agressions de policiers. C'est se dire qu'aujourd'hui, on va exécuter les peines dans un délai de 3 mois. C'est dire qu'on généralisera la comparution immédiate en cas de flagrant délit et qu'on essaiera de juger en moins de 6 mois tous les délits du quotidien. Vous voyez, il faut qu'on se mette des délais, des échéances et qu'on se mette dans une logique vraiment de résultat. Et j'ajoute que les circulaires qui demandent aux tribunaux d'incarcérer moins parce qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons sont des circulaires qui sont des circulaires indignes. Pourquoi? Parce que certes, nos prisons sont surpeuplées, certes, elles sont vétustes, certes, les conditions d'accueil ne sont pas satisfaisantes, mais on ne décide pas une incarcération en fonction du nombre de places de prison. On décide une incarcération en fonction du crime qui a été commis et de la dangerosité du criminel. C'est la justice. Ça s'appelle la justice. Donc on est en train d'inverser complètement, j'allais dire, l'ordre des choses. Et je crois que c'est normal que les magistrats se sentent complètement floués de leur vraie mission, qui est de dire le droit et de rendre la justice quand ils reçoivent ce type de circulaire. Alors, s'agissant de l'incarcération, puisque j'y suis. Évidemment, il va falloir construire des nouvelles places de prison. J'en propose 20 000. Mais au-delà de la construction, qui prendra, on le sait bien, encore plusieurs années, il faut, dès maintenant, trouver des solutions originales. Et dans les solutions originales que je propose, il y a la possibilité de créer des prisons provisoires dans des bâtiments préfabriqués, dans des hôtels, dans des casernes, où on incarcérerait des condamnés pour courte peine, sous bracelet électronique. Quelle est l'idée? Eh bien, c'est d'exécuter les courtes peines. Et qu'au lieu que ces courtes peines se traduisent par un bracelet électronique et le retour chez soi, eh bien, ces courtes peines puissent être exécutées dans des lieux de privation de liberté grâce à l'outil du bracelet électronique qui, du coup, devient un outil de géolocalisation de la personne et qui oblige à son maintien dans l'enceinte du bâtiment. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'éloigner les délinquants du lieu dans lequel ils vivent et dans lesquels ils perpétuent leurs crimes. J'ajoute que, ou leurs délits, j'ajoute que c'est un geste symbolique pour que le bracelet électronique devienne une sanction vraiment effective. Parce que quand on voit que le père Hamel a été assassiné par un délinquant sous bracelet électronique, un terroriste sous bracelet électronique qui, à l'époque, a utilisé les heures dans lesquelles il pouvait sortir de chez lui pour aller assassiner un prêtre. Vous voyez, on commence avec un délinquant condamné à une courte peine, on finit avec un radicalisé terroriste qui commet un crime abject, et tout ça sous bracelet électronique. C'est juste pas possible. Voilà. Donc, absolument. C'est un scandale. Oui, absolument. Alors encore un autre sujet, à chaque fois je passe un peu du coq à l'âne, mais vous me le pardonnerez, c'est l'immigration. Est-ce que vous faites un lien entre immigration et insécurité? Il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, nous avons malheureusement un lien entre immigration et terrorisme. On en a parlé. Un certain nombre d'attentats qui ont été commis sur notre sol l'ont été par des personnes qui arrivaient de l'étranger. Je pense par exemple à l'attentat de Notre-Dame de Nice, ou bien on peut penser aussi à l'assassinat de Samuel Paty par un fils de demandeur d'asile tchétchène. Donc on a aujourd'hui un lien effectivement entre une immigration et le terrorisme. Mais on a aussi un lien entre l'immigration et délinquance. Ça se voit où? Ça se voit dans nos prisons. Dans nos prisons, 25% des détenus sont étrangers. Et aujourd'hui, ces détenus, eh bien, il faut évidemment les renvoyer chez eux à l'issue de leur peine, mais je pense qu'on peut aller plus loin, on peut imaginer de leur faire purger leur peine dans leur pays d'origine avec des accords de retour dans les pays d'origine. Parce que la facture des détenus étrangers en France est élevée, comme vous le savez, près de 700 millions d'euros par an. 100 € par an. D'ailleurs, moi, dans mon projet, il y a l'idée de faire
payer aux détenus une quote-part du coût de leur peine journalière de prison pour permettre voilà, une forme de contribution. Exactement, de contribution au fait que la nation, aujourd'hui, les héberge, les loge. Mais je pense que sur cette question du lien entre immigration et délinquance, ne pas le voir serait nier le réel. L'autre jour, j'étais à Nantes, au commissariat de Nantes. 40% des délinquants de voie publique qui sont interpellés aujourd'hui à Nantes sont étrangers. Oui. C'est pour ça que dans mon projet, je mets fin à l'immigration incontrôlée par une loi constitutionnelle qui instaure des quotas migratoires. Ces quotas migratoires, ça marche comment? C'est un donnant-donnant. Le Parlement vote des quotas avec l'objectif de diviser par 2 le nombre de titres de séjour qui sont donnés aujourd'hui. On est à 272 000, c'est un record absolu. On tomberait aux alentours de 135 000. Et l'objectif, c'est que pour accorder ces titres de séjour, c'est un donnant-donnant avec les pays d'origine. Ils reprennent leurs clandestins, ils ont des visas. Ils ne reprennent pas leurs clandestins, ils ont 0 visa. Ni de regroupement familial, ni étudiant, ni de travail. Et donc c'est une loi extrêmement efficace pour changer les comportements et permettre que les clandestins soient renvoyés chez eux. J'ajoute que je demanderai l'aide pour cela des charters de Frontex, ce que le gouvernement ne fait pas. Les clandestins doivent rentrer chez eux et les régularisations automatiques, c'est terminé. Vous avez parlé de l'expulsion des délinquants étrangers. Pour vous, donc à l'issue de leur peine, si j'ai bien compris, ça c'est une mesure que vous proposez. Les étrangers qui ont été condamnés en France seront systématiquement expulsés. Je rétablis la double peine comme elle était prévue. D'accord. Parfait. C'est une question qui concerne spécifiquement l'Institut pour la justice. C'est notre grand sujet, ce sont les victimes. Alors, nous estimons que les victimes ne sont pas assez bien traitées en France, les victimes de la délinquance et de la criminalité. Vous, quel est votre constat là-dessus? Est-ce que vous avez prévu des mesures pour modifier cet état de fait? Alors j'ai vu effectivement que vous aviez fait un beau rapport sur la souffrance des victimes et la douleur des victimes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une justice des victimes oubliées. Une justice trop lente, une justice qui juge tard et qui n'exécute pas les peines, c'est une justice qui ne prend pas en compte la douleur des victimes. Donc effectivement, il faut mieux associer les victimes, y compris notamment au fonctionnement de la justice. Moi, je crois que c'est important de les consulter, y compris sur certains aménagements de peine, parce que quand il s'agit de crimes qui sont des crimes les plus violents, pouvoir avoir l'avis des victimes est quand même utile, même si on sait bien qu'elles seront en général pas favorables aux aménagements de peine, mais déjà les informer, les consulter, c'est quand même important. Et puis, à la sortie de prison, je pense que nous avons un vrai sujet qui est d'informer les victimes lorsque un détenu très violent sort. Moi, j'ai vu combien de femmes victimes de violences ne pas être informées de la sortie de leur conjoint de prison. Ça n'est juste pas possible. Quand on voit le conjoint qui réapparaît tout de suite, c'est absolument inacceptable. Voilà. Et donc, on a besoin de ça. On a besoin aussi de faire en sorte qu'il puisse y avoir, vis-à-vis des victimes, j'allais dire, une meilleure prise en compte de leur situation après le prononcé de la peine. Et moi, je pense qu'il faut qu'elle soit tenue au courant de ce qui se passe. La justice fonctionne de manière très, très en circuit fermé et les victimes sont très peu associées, j'allais dire, à tout ce qui se passe après le prononcé de la peine. D'accord. J'ai une avant-dernière question. Si pour vous la mesure principale, alors je sais que c'est très difficile de trouver une mesure qui résumerait tous les problèmes, il y en a tellement, mais la mesure principale de votre programme justice, si vous deviez en choisir une, laquelle est-ce que vous mettriez en avant? La mesure principale. Alors le vrai sujet, c'est que c'est un très grand plan d'ensemble. Donc en prendre une seule en disant c'est celle-là, je pense que c'est assez difficile. Mais qu'est-ce que ça peut être là? La grande mesure.
Oui, 20 000 places de prison, ce n'est pas la mesure la plus originale. Je pense Non. que la mesure la plus originale, c'est sans doute la peine de 1 an incompressible pour tous ceux qui s'agresseront une figure d'autorité. Pourquoi ? Parce qu'elle est symbolique. Elle est symbolique de tout et elle dit tout. Elle dit on ne s'attaque plus aux figures d'autorité dans notre pays. Dans notre pays, l'autorité ne sera plus bafouée. Je pense que c'est celle-là, la mesure la plus symbolique. Ouais. Et est-ce qu'il y a une autre mesure dont vous voudriez nous parler, dont qu'on n'aurait pas abordé au cours de cet entretien, qui vous semble très importante ? Comme vous avez compris que je voulais l'impunité zéro et donner des repères, je voudrais vous parler un tout petit peu de la délinquance des mineurs. Parce que la délinquance des mineurs me préoccupe énormément. Certains sont en train de rentrer dans des violences de bande qui font d'eux des nouveaux barbares. On a des zones dans lesquelles on se sent dans une zone de non-droit. Donc on a besoin de donner un coup d'arrêt à cette montée de la délinquance des mineurs. Et c'est pour ça que moi je souhaite abaisser la majorité pénale à 16 ans. Et je souhaite aussi que pour les travaux d'intérêt général, il y ait une exécution dans les 3 mois. On ne peut pas avoir 445 jours entre le moment où un travail d'intérêt général est prononcé et l'exécution de cette peine. Tu casses, tu répares. Pour un mineur, c'est la sanction la plus éducative, le travail d'intérêt général. On a besoin aujourd'hui de les réaliser très vite. Et la majorité pénale sera abaissée à 16 ans. C'est symbolique et ça dit aux jeunes, on n'attend pas 18 ans pour sanctionner. Un voyou à 16 ans fera l'objet de la même sanction qu'un majeur. D'accord, donc même justice, même sanction, etc. Ouais. D'accord. Et donc, toute dernière question, est-ce que vous connaissez l'Institut pour la justice ? Est-ce que vous connaissez nos experts ? Je crois que vous en connaissez certains. Oui, absolument. Je connais messieurs Goldnadel, monsieur Berger, monsieur de Montbrial. Alors Thibault, qui lui est un de mes conseillers spéciaux. Donc c'est vrai que je vois vos grandes figures, vos grandes voix parler haut et fort sur des sujets qui sont des sujets de justice et ça me parle parce que vous le savez peut-être, mais moi j'ai choisi quand j'étais jeune de devenir juge. Alors c'était juge administratif bien sûr, mais j'ai jugé aussi pas mal d'affaires qui touchaient au pénal et qui étaient notamment pour les fonctionnaires indélicats. Et donc j'ai jugé des affaires de pédophilie, j'ai jugé des affaires, mais oui, parce qu'en réalité, ou de violence, j'ai jugé des affaires de fonctionnaires qui avaient commis des infractions pénales et qui, après, avaient fait l'objet de sanctions dans la fonction publique. Donc ça m'a amené à avoir une vraie connaissance du pénal. Et puis j'ai jugé aussi, et j'ai été spécialisée pendant des années dans la justice la responsabilité hospitalière. Et donc j'étais toujours... j'allais dire en regard de la Cour de cassation. La Cour de cassation jugeait pour les hôpitaux privés, moi je jugeais pour les hôpitaux publics. Donc j'ai une bonne connaissance du système judiciaire parce que j'ai été dans l'institution jumelle du Conseil d'État. J'ai aussi beaucoup travaillé sur le droit des étrangers à l'époque et j'en ai vu toutes les limites, croyez-le bien, parce que quand je suis arrivée au Conseil d'État, il y avait 3 ans de retard pour le jugement des reconduites à la frontière. Donc on avait mis en place des brigades de, j'allais dire, on appelait ça des brigades de procédure accélérée, et on était en commando, mode commando, avec des magistrats retraités, et on jugeait plus vite les décisions de reconduite à la frontière pour essayer de ne pas être noyé sous le stock d'affaires à juger. Parce ça avait fonctionné ? Oui, ça avait fonctionné. En 1 an, on avait fait baisser le stock pratiquement d'1 an. Il y avait 3 ans de stock, on était passé à 2 ans de stock. Ça nous a pris 1 an. Je le dis parce que j'ai vu la pétition qui a été faite et la lettre qui a été envoyée par 7000 magistrats, c'est pas une pétition, la lettre qui a été envoyée par 7000 magistrats et qui témoignait de ce drame que vivent aujourd'hui les magistrats. De ne pas faire leur travail, pas pouvoir faire leur travail. Qui ne peuvent pas bien faire leur travail. Et on ne doit pas avoir à choisir entre juger bien et juger vite. On doit pouvoir faire les deux en même temps. Et c'est pas si simple. Et je vois bien en plus que le fait que les juges soient complètement submergés par la charge de travail, en plus ça génère
du travail en plus, parce que les requérants appellent, ils disent mais Bien où en sûr. est mon affaire? Donc les greffiers eux aussi ont une surcharge de travail. Enfin, tout le monde aujourd'hui est submergé par cette vague de dossiers. J'ai vu les bureaux remplis, les cases remplies des juges. Il faut absolument qu'on arrive à résoudre ces problèmes. Ça va nous prendre 5 ans. Ce ne sera pas une révolution qui se fera en 6 jours. Et j'ai critiqué un petit peu le plan de rattrapage de M. Dupond-Moretti. Il fait ce qu'il peut, les élections sont dans 1 mois. Il fallait qu'il affiche des actes. Mais la vérité, c'est que c'est un travail de fond sur 5 ans qu'il faut faire pour remettre à niveau notre justice et lui donner enfin des conditions d'exercice dignes d'elle. Et je crois que c'est vraiment une mission très importante pour le pays, et moi, je m'y attellerai. Et ça, il y a la justice pénale, on n'a pas parlé de la justice civile, mais elle est tout aussi importante à mes yeux, parce que la justice civile aussi, il y a des victimes derrière. Absolument. La justice civile aussi, il y a des litiges qui sont des litiges qui font mal, qui pourrissent la vie au quotidien, qui minent des Français. Donc je pense qu'il faut vraiment que pour toute la justice, on ait ce fameux plan Orsec que j'appelle de mes voeux et que je suis prête à mettre en œuvre. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Je vous en prie.